Un PDG milliardaire répond par erreur à un appel et entend la voix désespérée d'une enfant. « Papa, j'ai mal au dos à force de porter mes petites sœurs. » Alexandre Delattre, président du groupe Delattre à la Défense, se lance dans une course contre la tempête pour sauver 3 fillettes perdues dans la forêt de Fontainebleau, sans se douter que cet appel va révéler un secret bouleversant qui changera sa vie à jamais. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Amen » dans les commentaires. Une belle nouvelle pourrait bientôt arriver dans votre vie. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. La pluie martelait la canopée de la forêt comme 1000 poings en colère, chaque goutte rappelant combien la nature pouvait être impitoyable. Manon, 6 ans, serrait son petit corps contre l'écorce rugueuse d'un vieux pin, tentant désespérément d'abriter ses sœurs jumelles de 2 ans du déchaînement de l'orage. Ses cheveux blonds, d'ordinaire lumineux et bouclés, pendaient maintenant en mèches sombres et collés contre son visage pâle. Ses yeux bleus trop mûrs pour son âge scrutaient les bois assombris avec une peur qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Chut, tout va bien !» murmura Manon à Zoé et Chloé qui gémissaient doucement dans les écharpes qui leur servaient de porte-bébé. Elle avait fabriqué ce système elle-même avec une branche de bambou trouvée près d'un ancien campement et 2 foulards violets ayant appartenu à leur mère, les seules choses jolies qu'elle possédait. Les jumelles pendaient de part et d'autre de ses frêles épaules, leurs petites mains agrippant le tissu, tandis que le dos de Manon hurlait de douleur. Chaque muscle brûlait, chaque pas était une torture, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. S'arrêter, c'était mourir. Ce matin-là, elle mendiait un peu de nourriture, près des sentiers de randonnée de la forêt de Fontainebleau, comme elle le faisait souvent. Leur mère, Sarah Martin, avait été trop malade pour les accompagner. Elle toussait du sang dans un mouchoir qu'elle cachait sous son oreiller. Manon savait que maman empirait, mais Sarah disait toujours qu'elle n'avait pas les moyens d'aller voir un médecin. Alors Manon avait pris ses sœurs, leur promettant de rapporter quelque chose, n'importe quoi à manger. Mais la tempête était arrivée, d'un coup violente, comme si le ciel entier était en colère. Elles avaient accouru chercher un abri plus profond dans les bois, et maintenant, Manon ne savait plus quel chemin menait à leur vieux mobile home du camping municipal, celui qu'elles appelaient « maison ». Le petit téléphone à carte prépayée que sa mère lui avait confié soigneusement enveloppé dans 3 sachets plastiques et glissé dans sa veste élimée était leur seul espoir. Depuis des heures, Manon cherchait du réseau grimpant sur des rochers, levant le bras vers le ciel comme une prière. Ses doigts tremblaient quand elle défit à nouveau le plastique qui crissa doucement. Une seule barre de réseau clignota à l'écran. Le cœur de Manon bondit. C'était peut-être sa seule chance. Elle fouilla dans les contacts, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues, et appuya sur le numéro enregistré sous « Papa ». Ce n'était pas son vrai père. Manon se souvenait à peine de lui, une ombre de colère et d'alcool disparue quand elle avait 3 ans. Mais Robert Lhomme, que sa mère voyait depuis 1 an, lui avait dit qu'elle pouvait l'appeler papa si elle voulait. Au début, il avait été gentil. Il apportait parfois des courses, réparait de petites choses au mobile-home. Manon ne lui faisait pas complètement confiance. Elle avait appris à ne pas accorder sa confiance facilement. Mais pour l'instant, c'était le seul adulte qu'elle pouvait appeler. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. Manon retint son souffle, son petit corps secoué de froid et d'épuisement. Zoé gémit à nouveau, et Manon se mit à sautiller doucement pour apaiser sa sœur, malgré la douleur qui lui traversait le dos. 3 sonneries. 4. « S'il te plaît, réponds. »« Allô ?» La voix qui répondit n'était pas celle rauque de Robert. Elle était plus grave, posée avec une pointe d'agacement de quelqu'un dérangé dans une affaire importante. « Qui est à l'appareil ?» La voix de Manon se brisa. Les mots jaillirent dans un flot de détresse. « Papa, j'ai très mal au dos. Je porte Zoé et Chloé. Je ne sais plus où on est. » Il pleut très fort.
Elles pleurent, j'essaie de les protéger, mais j'y arrive pas. J'ai peur, je sais pas quoi faire. Attends, calme-toi, interrompit l'homme. Sa voix passant de l'irritation à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la préoccupation. Je ne suis pas ton père. Tu t'es trompé de numéro. Mais tu dis que tu es perdu sous la pluie avec 2 autres enfants. Le cœur de Manon sombra. Mauvais numéro. Elle avait composé le mauvais numéro. Sa seule chance, sa seule barre de réseau perdue. Des larmes brûlantes se mêlèrent à la pluie sur ses joues. Je suis désolé, monsieur. Je croyais que vous étiez... Sa voix se perdit dans les sanglots. De l'autre côté du fil, Alexandre Delattre, PDG du groupe Delattre, se tenait dans son bureau d'angle au dernier étage d'une tour de verre de la Défense, observant la tempête qui s'abattait sur Paris. À 42 ans, c'était un homme habitué au contrôle à l'ordre, à des problèmes qu'il pouvait résoudre avec de l'argent ou une stratégie. Mais le son de cette voix d'enfant si petite, si effrayée, si terriblement seule, transperça toutes les couches de dureté qu'il avait construites autour de lui. « Ne raccroche pas », dit-il rapidement d'une voix plus douce. Il s'éloigna de son bureau, ignorant le regard perplexe de son assistant à travers la paroi vitrée. « Dis-moi où tu es. Décris-moi tout ce que tu vois autour de toi. » Manon eut un hoquet cherchant son souffle. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme qui lui donnait envie de lui faire confiance, même si sa mère lui avait toujours dit de ne jamais faire confiance aux inconnus. Mais avait-elle vraiment le choix? On est dans une forêt, avec de très grands arbres. On était près des sentiers de randonnée vers la mare aux fées, mais on a couru quand la pluie est arrivée, et maintenant je sais plus. Tout se ressemble. L'esprit d'Alexandre s'emballa. La mare aux fées, à Fontainebleau, une vaste zone boisée, à une 60aine de kilomètres de la capitale des kilomètres de sentiers, où un enfant pouvait errer des jours sans être retrouvé. Sa mâchoire se crispa. « Depuis combien de temps êtes-vous là-bas » demanda-t-il. « Depuis ce matin, chuchota Manon. On voulait juste trouver à manger. Maman était malade, et on n'a pas pris de petit déjeuner. Alors j'ai emmené mes sœurs pour demander aux randonneurs s'ils avaient quelque chose en trop. Et puis, la pluie est venue. » Elle s'interrompit soudain, comme si elle venait de réaliser qu'elle en disait trop, révélant la misère désespérée de leur vie. Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Alexandre, un sentiment qu'il n'avait plus éprouvé depuis des années. Pas depuis la mort de sa propre fille, 5 ans plus tôt, avant qu'il ne s'enterre dans le travail pour fuir le chagrin. « Écoute-moi bien, » dit-il d'une voix ferme mais bienveillante. « Je m'appelle Alexandre. Je vais t'aider, mais il faut que tu restes calme et que tu ne bouges pas. Tu peux faire ça. » « Le téléphone va s'éteindre, » répondit Manon, la panique revenant dans sa voix. « Il reste 10%. » « Alors, on n'a pas beaucoup de temps, » dit Alexandre, attrapant déjà ses clés de voiture avant de se précipiter vers la porte. Son assistant Marc se leva surpris. « Envoie-moi ta position. Tu sais faire ça? Il y a sûrement une option pour partager ta localisation sur ton téléphone. » Manon se mordit la lèvre, ses petits doigts naviguant sur le vieil appareil avec une étonnante habileté. La survie l'avait rendue débrouillarde. « Je crois que oui. Une copine à l'école me l'a montré une fois. » Quelques pressions plus tard, elle murmura. « C'est fait. Vous l'avez reçu. » Le téléphone d'Alexandre vibra. Il regarda la carte et sentit son sang se glacer. Elle était profondément perdue dans la forêt, à des kilomètres de toute route. « Je l'ai, Manon. C'est bien ton prénom, n'est-ce pas? Tu l'as dit tout à l'heure. »« Oui, monsieur, » répondit-elle faiblement. « J'arrive pour te chercher, Manon, je te le promets. Mais il faut économiser la batterie. Coupe tout sauf la fonction téléphone et garde-le près de toi. Si je te rappelle, tu décroches tout de suite, d'accord? Oui, mais
Pourquoi vous nous aidez? Vous nous connaissez même pas. » Alexandre s'arrêta devant l'ascenseur, son reflet dans les portes d'acier poli. Un homme en costume hors de prix, les tempes argentées, les yeux marqués par trop de pertes. Pourquoi faisait-il ça? Il n'avait pas de réponse rationnelle. Sinon qu'il ne voulait pas laisser un enfant mourir seul dans les bois, alors qu'il avait le pouvoir de l'en empêcher. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il simplement. « Maintenant, garde ce téléphone allumé. J'arrive bientôt. » La ligne se coupa. Manon serra le téléphone contre sa poitrine, l'espoir et la peur se livrant bataille dans son petit cœur. L'homme Alexandre avait l'air si sûr de lui, si convaincant. Mais viendrait-il vraiment? Les adultes faisaient souvent des promesses qu'ils ne tenaient pas. Pourtant, elle n'avait pas d'autre choix que d'y croire. Elle ajusta le bâton de bambou sur ses épaules douloureuses, sentant les petits corps de Zoé et Chloé s'alourdir dans un sommeil épuisé. « Quelqu'un va venir ?» murmura-t-elle pour les rassurer, même si elle ne pouvait pas la comprendre. « Quelqu'un va nous aider. Il faut juste tenir encore un peu. » Au loin, le tonnerre roula sur la forêt, comme un tambour de guerre, et Manon ferma les yeux, priant un Dieu dont elle n'était même pas sûre qu'il existe, pour que l'homme appelé Alexandre ait dit la vérité. La Range Rover d'Alexandre filait à toute allure sur les routes détrempées d'Île-de-France, ses mains crispées sur le volant. Les essuie-glaces luttaient pour suivre la cadence de la pluie torrentielle. Il avait immédiatement appelé le 112, mais le standard lui avait confirmé ce qu'il redoutait. La tempête avait provoqué de multiples urgences dans toute la région et les secours étaient débordés. Les secours avaient promis d'envoyer une équipe, dès que possible. Mais cela pouvait prendre des heures qu'une fillette de 6 ans et 2 bébés n'avait pas. Alors, Alexandre prit une décision que son esprit rationnel d'homme d'affaires jugeait insensée, il irait lui-même. Il appela aussi son chef de la sécurité, Vincent Caron, un ancien militaire en qui il avait une confiance absolue. Vincent devait le retrouver près de l'entrée des sentiers de la Mare aux Fées avec du matériel couverture thermique, trousse de secours, balises, GPS et lampes torches puissantes. S'il entrait dans ces bois, il n'irait pas sans préparation. En conduisant, Alexandre ne cessait de repenser à la voix de la petite fille. Manon, elle avait l'air si fragile, si effrayée. Et pourtant, il y avait en elle une force, une détermination qui lui rappelait douloureusement sa propre fille Charlotte, qui aurait eu 11 ans si le cancer ne l'avait pas emportée. Charlotte avait combattu jusqu'au bout, sans jamais se plaindre, essayant toujours d'être courageuse pour lui et pour sa mère Jennifer. Ils avaient divorcé, 2 ans après la mort de leur fille, incapables de combler le gouffre de douleur qui s'était ouvert entre eux. Elle voulait tenter d'avoir un autre enfant, pour combler le vide. Lui s'était jeté dans le travail, construisant son empire toujours plus haut, comme si le succès pouvait réparer le trou en forme de fille dans son cœur. Aujourd'hui, Jennifer vivait à Lyon avec son nouveau mari, et Alexandre habitait seul dans un penthouse parisien, rempli d'échos du passé. Son téléphone sonna le tyran de ses pensées. C'était Marc, son assistant. « Monsieur, j'ai contacté la gendarmerie de Fontainebleau. Ils envoient une équipe de recherche, mais ils disent que les conditions sont extrêmement dangereuses. Ils vous conseillent d'attendre les professionnels. » « Notez, » répondit Alexandre sèchement. « Autre chose. » « Oui, en fait. J'ai fait quelques recherches sur le numéro qui vous a appelé. Il est enregistré au nom d'une Sarah Martin, 28 ans. Elle vit dans un mobil-home sur un terrain municipal près d'Avonne. 3 enfants déclarés à cette adresse, Manon 6 ans et les jumelles Zoé et Chloé 2 ans. Monsieur, il y a aussi plusieurs signalements auprès de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. La mâchoire d'Alexandre se contracta. Quel genre de signalement? Les voisins ont appelé plusieurs fois, enfants laissés seuls, manque de nourriture, état de santé de la mère inquiétant.
L'ASE n'a pas retiré les enfants, car la mère les aime, fait tout ce qu'elle peut, et le dossier est seulement sous surveillance. Marc marqua une pause. Ses petites sont suivies, mais elles survivent à peine. L'information frappa Alexandre comme un coup de poing. Manon n'avait pas exagéré, elle cherchait vraiment à manger. Ses enfants étaient réellement affamés, désespérés. Comment un pays aussi riche que la France pouvait-il laisser des enfants mourir de faim à 50 kilomètres de Paris? Comment un système pouvait-il observer la misère sans la stopper? Trouve-moi tout sur Sarah Martin, antécédents médicaux, situation familiale, travail tout. Et marque pas un mot de ça à qui que ce soit. Compris. Compris, monsieur. Alexandre raccrocha juste au moment où il arrivait sur le parking boueux du sentier de la Mare aux Fées. Vincent l'attendait déjà, la peau luisante de pluie chargeant du matériel dans un sac de randonnée massif. À 50 ans, Vincent avait encore l'allure d'un militaire tout en muscles et en discipline. « Vous êtes sûr de vous, patron ?» demanda-t-il alors qu'Alexandre sortait dans la tempête. Cette forêt fait plus de 50 km². Même avec les coordonnées GPS, retrouver 3 gamines dans ce temps-là, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, une botte trempée et dangereuse. « Je suis sûr », répondit Alexandre en enfilant la veste imperméable que Vincent lui tendait. « Les coordonnées sont entrées. » « Oui, mais c'est approximatif. Ça peut varier d'une centaine de mètres selon la précision du GPS. » Les yeux sombres de Vincent l'observèrent avec inquiétude. « C'est à cause de Charlotte, hein? » Alexandre s'immobilisa la main sur la sangle du sac. Vincent faisait partie des rares personnes à connaître la vérité sur sa fille, sur la douleur qui le réveillait encore chaque nuit à 3 heures du matin. « Non, » dit-il enfin d'une voix ferme. « C'est à cause de 3 enfants qui vont mourir si personne ne fait rien. » « D'accord, » répondit Vincent en hissant son sac sur ses épaules. « Alors, allons les ramener. » Ils s'engagèrent sur le sentier, leurs lampes puissantes tranchant l'obscurité. Rapidement, le chemin devint périlleux, la boue collait à leurs bottes, les branches fouettèrent leurs visages. Alexandre connaissait ces sentiers. Il y avait autrefois emmené sa famille camper, mais jamais sous un déluge pareil. La pluie était incessante, transformant chaque pente en glissement de terrain potentiel, chaque ruisseau en torrent furieux. 1 heure plus tard, le GPS de Vincent émit un bip. On approche à 500 ou 600 mètres au nord-est, mais le terrain va être difficile. Il n'y a plus de sentier là-haut. Ils quittèrent le sentier principal, se frayant un passage à travers la végétation épaisse qui leur déchirait les vêtements et la peau. Le pantalon de costume d'Alexandre était ruiné, ses chaussures italiennes détruites, mais il s'en moquait. Tout ce qu'il voyait, c'était Manon essayant de garder ses sœurs en vie, avec rien d'autre qu'un bâton de bambou et sa détermination. « Manon !» cria-t-il sa voix à peine audible dans le vacarme de la pluie. « Manon, tu m'entends ?» Silence, hormis le vent et l'orage. Ils continuèrent d'avancer, l'appelant toutes les quelques minutes. Le téléphone d'Alexandre restait muet. Soit la batterie était morte, soit la fillette l'avait éteint comme il le lui avait demandé. Il devait croire qu'elle était encore là, encore vivante, encore assez forte pour tenir. « Là-bas », lança soudain Vincent en pointant sa lampe. « Ce tissu violet, tu vois. » Le cœur d'Alexandre bondit. Il courut dans la boue vers l'endroit indiqué glissant à moitié et la vit. Contre le tronc massif d'un pin, Manon était assise le bâton, encore posé sur ses frêles épaules, les foulards violets, maintenant 2 petites formes endormies. Ses yeux étaient clos, son visage d'une pâleur cadavérique, son petit corps secoué de frissons. Manon. Alexandre tomba à genoux à ses côtés, cherchant son pouls. Un immense soulagement l'envahit quand il sentit le battement faible mais régulier sous ses doigts. « Manon, réveille-toi. On est là, tu es en sécurité maintenant. » Ses paupières papillonnèrent ses yeux flous
et perdue. « Maman, murmura-t-elle. « Non, c'est Alexandre, tu te souviens? Celui du téléphone. Je suis venu t'aider. » Il retira délicatement le bambou de ses épaules et Manon poussa un cri de douleur lorsque le sang revint dans ses muscles comprimés. Vincent s'occupa immédiatement des jumelles, les dégageant avec précaution des foulards trempés. « Elles sont vivantes, » dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. « En hypothermie, mais vivantes. Cette gamine leur a sauvé la vie. » Alexandre enveloppa Manon dans une couverture thermique, frottant ses bras pour lui rendre un peu de chaleur. Peu à peu, son regard s'éclaircit, se fixant sur lui, avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Vous êtes vraiment venu, » souffla-t-elle. « Vous avez tenu votre promesse. »« Bien sûr, » répondit Alexandre, surpris par l'effet de ces mots sur lui. Quand était-il devenu cet homme dont on doutait des promesses? Et après tout, quelles promesses le monde avait-il jamais tenues à cet enfant? « Allons te mettre au chaud, » dit-il doucement. Vincent avait déjà activé une balise de détresse, et quelques minutes plus tard, le bruit sourd d'un hélicoptère résonna au loin. La sécurité civile arrivait avec une équipe médicale. Manon serait transportée à l'hôpital, les jumelles examinées. Elles allaient survivre. Mais tandis qu'Alexandre tenait la fillette tremblante contre sa poitrine, sentant son cœur battre plus fort à chaque seconde, il comprit une chose essentielle. La retrouver ne clôturait rien, c'était le début de quelque chose. Un lien s'était formé au moment où elle l'avait appelé papa au téléphone, un lien qui ne se romprait pas facilement. « Où est ma maman ?» demanda soudain Manon, la panique montant dans sa voix. « Elle va bien. Elle était très malade ce matin. Il faut que je rentre. » Alexandre échangea un regard avec Vincent. Il faudrait prévenir Sarah Martin, lui dire que ses enfants étaient sains et saufs. Mais quelque chose dans le rapport de Marc sur la mère le hantait, son état de santé, la misère de leur situation. Ce n'était plus seulement un sauvetage, c'était le début d'une histoire bien plus complexe. Aux urgences de l'hôpital de Fontainebleau, la lumière crue des néons contrastait violemment avec l'obscurité de la forêt. Alexandre, couvert de boue, ses vêtements déchirés, attendait dans une chaise en plastique, observant par la vitre, les médecins examinaient Manon et ses sœurs. Les jumelles avaient été emmenées aussitôt, leur petit corps glacé en danger. Manon avait refusé de lâcher la main d'Alexandre jusqu'à ce que les infirmières la persuadent qu'il resterait juste derrière la porte. Cela faisait déjà une demi-heure. Le téléphone d'Alexandre vibrait sans cesse. Message de marque-appel du conseil d'administration investisseur inquiet de son absence à une réunion cruciale. Il les ignora tous. Pour la première fois depuis 5 ans, quelque chose comptait plus que son entreprise. Monsieur Delattre. Une jeune femme en blouse s'approcha encore humide de la pluie. « Je suis le docteur Amandine Torres. J'ai pris en charge les fillettes. Vous êtes un membre de la famille. »« Non, » admit Alexandre. « Je suis celui qui les a trouvées. »« Comment vont-elles, docteur ?» Le médecin le regarda longuement intrigué par cet homme visiblement aisé, malgré ses habits en lambeaux, prêt à risquer sa vie pour des enfants qu'il ne connaissait pas. « Les jumelles vont bien. Elles se réchauffent. Et hormis un peu de déshydratation et une légère malnutrition, elles sont remarquablement résistantes. C'est presque un miracle. » Le docteur Torres s'interrompit, son expression s'assombrissant. « Mais le cas de Manon est différent. » Alexandre se leva brusquement. « Qu'est-ce qu'elle a? » Physiquement, elle souffre d'une forte tension musculaire, au dos et aux épaules sans doute, pour avoir porté ses sœurs pendant des heures. Elle a aussi plusieurs ecchymoses, à différents stades de guérison, même si elle insiste pour dire que c'est à cause des jeux pas de maltraitance. La malnutrition est plus marquée chez elle que chez les jumelles. Elle leur a donné la plupart de sa nourriture.
Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son état émotionnel. Le ton de la médecin baissa d'un cran. Elle est terrorisée à l'idée qu'on la sépare de ses sœurs. Elle demande sans cesse après sa mère, nous supplie de ne pas prévenir les services de la sociaux. Monsieur Delattre, cet enfant porte le poids de toute sa famille sur ses épaules de 6 ans. Ces mots frappèrent Alexandre plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il avait bâti une fortune, commandé le respect des plus puissants, mais il n'avait jamais rien accompli d'aussi courageux ni d'aussi désintéressé que ce qu'avait fait Manon dans cette forêt. « Je peux la voir ?» »« Elle demande après vous, » répondit le docteur avec un léger sourire. « Elle vous appelle l'homme de la promesse. Elle dit que vous êtes le premier adulte à avoir tenu parole. C'est assez bouleversant en réalité. » Alexandre suivit la médecin dans la salle d'examen. Manon était assise sur le lit, noyée dans sa blouse d'hôpital. Ses cheveux blonds, désormais propres et démêlés, retrouvaient leur boucle naturelle. Ses yeux bleus s'illuminèrent en le voyant. Avant qu'il ait pu parler, elle se jeta contre lui, ses petits bras serrés autour de sa taille. « Vous êtes resté, » murmura-t-elle contre sa chemise. « Je croyais que vous partiriez une fois arrivés ici. » Alexandre se surprit à la serrer en retour. Cet enfant inconnu venait de franchir en quelques heures toutes les murailles qu'il avait construites autour de lui. « Je t'avais dit que je t'aiderais. Ce n'est pas fini. » Il la fit doucement asseoir et prit place à côté d'elle. « Manon, il faut qu'on parle de ta maman. Les médecins doivent la prévenir pour lui dire que tu es en sécurité. Tu peux me donner son numéro. » Le visage de la fillette se crispa d'inquiétude. Elle va avoir tellement peur. Elle ne sait pas où on est. Et elle est malade, monsieur Alexandre, vraiment malade. Elle crache du sang, elle ne peut plus travailler. C'est pour ça qu'on n'a plus d'argent pour manger. Les mots jaillirent d'un seul souffle. La peur et la responsabilité accumulées se brisant enfin. « Chut, c'est bon », murmura Alexandre d'un ton doux, le même qu'il employait autrefois pour apaiser Charlotte pendant ses traitements. « On va aider ta maman aussi, mais j'ai besoin de savoir comment la joindre. » Manon récita un numéro de mémoire. Alexandre l'envoya aussitôt à Marc avec l'ordre de localiser Sarah Martin et d'organiser son transfert à l'hôpital si nécessaire. Et il sentait bien que c'était nécessaire. « Monsieur Alexandre, » demanda Manon d'une voix minuscule, « ils vont nous emmener les gens de la SE. Mon ami à l'école, ils l'ont prise à sa maman. Elle a dit que c'était affreux et qu'ils n'ont pas laissé sa sœur venir avec elle. Je peux pas laisser Zoé et Chloé. C'est moi qui dois m'occuper d'elle. » La peur brute dans sa voix serra le cœur d'Alexandre. « Personne ne va t'emmener ce soir, je te le promets, » dit-il, même s'il n'était pas sûr d'en avoir le pouvoir. « Vous êtes tous en sécurité ici. » Avant que Manon ne puisse répondre, un tumulte éclata dans le couloir. Une voix de femme faible mais désespérée criait « Mes bébés! Où sont mes bébés? Manon, Zoé, Chloé! » Le visage de Manon se transforma mêlant soulagement et terreur. « Maman !» Elle voulut bondir du lit, mais Alexandre la retint doucement. « Laisse-moi m'en occuper, » dit-il en se levant. Il sortit dans le couloir et la vit. Sarah Martin, 28 ans, mais en paraissant 40. Amaigrie à l'extrême, les longs cheveux bruns collés à un visage qui avait dû être beau autrefois, maintenant creusé par la fatigue et la maladie. Ses vêtements étaient impropres, mais usés, et elle s'appuyait lourdement sur un agent de sécurité qui l'avait escortée depuis l'entrée des urgences. Ses yeux du même bleu que ceux de Manon étaient fous d'angoisse. « Où sont mes enfants ?» haleta-t-elle. « L'hôpital m'a appelé. Ils ont dit qu'elles étaient ici, qu'elles avaient été trouvées dans la forêt. Je comprends pas ce qui s'est passé. » Elle s'interrompit dans une quinte de toux violente humide.
Alexandre vit discrètement le mouchoir taché de sang qu'elle serrait dans sa main. « Madame Martin », commença-t-il, mais un cri d'enfant le coupa. « Maman !» Manon s'était échappée de la chambre et courait déjà dans le couloir avant de se jeter dans les bras de sa mère. Sarah s'effondra à genoux, serrant sa fille contre elle, sanglotant à en perdre haleine. « Je suis désolée, mon amour, tellement désolée. » hoqueta-t-elle. « J'étais épuisée, je me suis endormie, et quand je me suis réveillée, vous n'étiez plus là. Toutes les trois, j'ai cru... » Les mots se perdirent dans les larmes. Alexandre resta figé, observant cette étreinte bouleversante, submergé par des émotions qu'il n'aurait su nommer. Le docteur Torres apparut à côté d'Alexandre, le visage grave. « C'est la mère », murmura-t-elle. « Oui, elle doit être hospitalisée immédiatement. Cette toux ressemble à une tuberculose avancée, peut-être même à une pneumonie. Elle ne devrait même pas être debout. » La médecin s'approcha de Sarah, son professionnalisme prenant le dessus sur toute émotion. « Madame Martin, je suis le docteur Torres. Vos enfants vont bien, mais il faut que vous veniez avec moi. Vous êtes très malade. » Sarah leva brusquement la tête, la peur éclairant ses traits. « Non, pas d'hôpital. Je n'ai pas les moyens. Laissez-moi juste ramener mes filles. »« Madame Martin, s'il vous plaît. » J'ai dit non. Elle tenta de se lever, chancela dangereusement, et serait tombée si Alexandre ne l'avait pas rattrapée. Au moment où ses mains effleurèrent les bras de la jeune femme, un choc étrange le traversa, une sensation de reconnaissance, bien qu'il n'ait jamais vu cette femme de sa vie. Sarah leva les yeux vers lui, et son visage se décomposa. « Vous, » murmura-t-elle, la peau encore plus pâle. « Vous êtes Alexandre Delattre. » Alexandre fronça les sourcils. « On se connaît. » La bouche de Sarah s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit de nouveau. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Vous ne vous souvenez pas, » dit-elle d'une voix si faible qu'il l'entendit à peine. « Pourquoi le feriez-vous? » C'était il y a 7 ans, lors d'un gala de charité. J'étais serveuse ce soir-là. On a parlé près de la fontaine. Vous étiez gentil. Vous m'aviez parlé de votre fille, de combien vous l'aimiez, et puis... Sa voix s'éteignit, son expression dévastée. La mémoire d'Alexandre le ramena 7 ans en arrière, un gala pour la recherche contre le cancer des enfants, 6 mois après le diagnostic de Charlotte. Jennifer était restée à la maison avec leur fille et lui accablée, était sortie prendre l'air. Il se souvenait maintenant, une jeune femme belle et triste, servant du champagne. Ils avaient parlé. Il avait bu trop de whisky, trop de chagrin. Et puis, oh mon Dieu, son regard se tourna vers Manon. Il la vit vraiment pour la première fois. Les cheveux blonds qui n'avaient rien à voir avec ceux bruns de Sarah. Les yeux bleus d'une nuance différente de ceux de sa mère. Les traits du visage, étrangement familiers. Il sortit son téléphone, fit défiler jusqu'à l'une des rares photos qu'il gardait encore Charlotte assise en souriante, malgré la tête chauve laissée par la chimiothérapie. Ce n'était pas une ressemblance exacte, mais elle était là dans la forme des yeux, la courbe du sourire, la détermination du menton. « Non », souffla Alexandre, « ce n'est pas possible. » Sarah pleurait maintenant, à chaudes larmes, serrant Manon contre elle. « J'ai essayé de te retrouver, » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai cherché ton nom sur Internet, mais tu étais célèbre intouchable. Je n'ai jamais pu t'approcher, et j'avais honte-peur. Quand Manon est née, elle te ressemblait tant. Mais je me suis convaincu que je me trompais, que c'était une coïncidence. Puis j'ai rencontré Robert. Il disait qu'il nous aiderait. »« Attends, » coupa Alexandre, levant la main le monde vacillant autour de lui. « Tu es en train de me dire que Manon est... » Il ne put finir sa phrase. Manon regardait les adultes perdus, effrayés. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Le docteur Torres prit la parole d'une voix calme.
Nous devrions poursuivre cette conversation ailleurs. Et Madame Martin a besoin de soins urgents. » Mais Alexandre ne pouvait plus bouger, ni penser, ni respirer. Manon, la petite fille, qu'il avait appelée papa par erreur, celle qui avait percé ses défenses en un seul appel, pouvait en réalité être sa propre fille. Sa fille. L'idée était insensée, bouleversante, terrifiante. Et pourtant, malgré tout, elle rallumait une lueur d'espoir qu'il croyait morte avec Charlotte. Sarah chancela de nouveau ses forces, la quittant totalement. « S'il te plaît », souffla-t-elle à Alexandre, alors que ses yeux se fermaient. « Occupe-toi d'elle. Quoi qu'il m'arrive, promets-le-moi. » Puis elle s'effondra. Le chaos éclata aussitôt. Les infirmiers se précipitèrent. Manon hurla le nom de sa mère, et Alexandre, sans réfléchir, retint la fillette dans ses bras, murmurant des paroles d'apaisement auxquelles lui-même ne croyait qu'à moitié, tandis qu'une pensée impossible tournait en boucle dans son esprit. Et si je venais de retrouver ma fille? Quelques heures plus tard, la salle de réunion de l'hôpital semblait oppressante malgré sa taille. Alexandre siégeait en bout de table, les mains jointes, tentant d'assimiler des informations qui paraissaient appartenir à une autre vie. En face de lui, 2 représentants de l'aide sociale à l'enfance, une assistante sociale nommée Patricia Grenier, le docteur Torres et son avocat Michel Brénan, qu'il avait appelé dès que Sarah s'était effondrée. Cela faisait 6 heures que tout avait éclaté, 6 heures d'analyse de sang, d'appels frénétiques, de tensions croissantes. Sarah Martin était toujours en soins intensifs sous sédation et oxygène. Diagnostic tuberculose avancé avec pneumonie sévère. Le médecin avait expliqué qu'elle survivait depuis des mois, dans un état de faiblesse extrême, sacrifiant sa santé pour nourrir ses enfants. Elle pourrait s'en remettre avec un traitement adapté, mais cela prendrait du temps. Des mois, peut-être plus. Pendant ce temps, Manon et les jumelles se trouvaient dans le service pédiatrique, sous surveillance constante, mais dans un état stable. Manon n'avait pas quitté leur côté, assise entre leurs berceaux comme une petite sentinelle, refusant de dormir malgré son épuisement. Chaque fois qu'une infirmière s'approchait, elle posait la même question désespérée. « Quand est-ce qu'on rentre à la maison voir maman ?» Personne n'avait de réponse qui puisse la rassurer. « Monsieur Delattre », dit la représentante la plus âgée de l'aide sociale à l'enfance, une femme sévère nommée Dorothée Vallière. « Je comprends que la situation soit complexe, mais nous devons prendre des décisions concernant le bien-être immédiat de ces enfants. Leur mère est dans l'incapacité de s'en occuper. Elles n'ont pas d'autre famille. Sarah Martin a été orpheline à 16 ans et n'a plus aucun parent vivant. Leur logement est une caravane insalubre déclarée inhabitable par les services sanitaires. Elles ne peuvent pas y retourner. » La mâchoire d'Alexandre se contracta. « Que proposez-vous? »« Un placement familial, » répondit froidement Dorothée. « Nous avons une famille prête à accueillir les jumelles immédiatement. Pour Manon, étant donné son âge et la charge qu'elle a portée, nous préférerions un foyer spécialisé dans les enfants traumatisés. Nous pourrions sans doute les garder dans la région parisienne. » « Non. » Le mot sortit plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Vous n'allez pas les séparer. » Dorothée resta impassible. « Monsieur Delattre, avec tout le respect que je vous dois, trouver un foyer prêt à accueillir 3 enfants ensemble, dont 2 bébés, est presque impossible. Nous devons avant tout assurer leur sécurité immédiate. »« Leur sécurité immédiate, » répliqua Alexandre d'un ton tranchant. « C'est de ne pas être arrachés les unes aux autres. » Il se leva brusquement, incapable de rester assis, et se mit à marcher dans la pièce. Manon a passé sa courte vie à protéger ses sœurs. Les séparer la détruirait. Vous ne le voyez pas. Nous le voyons, répondit doucement Patricia Grenier, l'assistante sociale. Plus jeune que Dorothée, elle avait des yeux bienveillants,
usé par des années de souffrance observées chez les autres. Mais, monsieur Delattre, la réalité, c'est que le système de protection de l'enfance est débordé. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne pouvons pas toujours maintenir les fratries ensemble, surtout quand l'aîné n'a que 6 ans et a pris le rôle d'une adulte. Michel Brennan, l'avocat d'Alexandre, toussa légèrement pour attirer l'attention. C'était un homme d'une 50aine d'années précis, méthodique, habitué aux dossiers complexes, qu'il s'agisse de fusion d'entreprise ou du divorce d'Alexandre. « Il existe une autre possibilité, dit-il calmement. Monsieur Delattre pourrait demander une garde provisoire d'urgence. » Le silence tomba. Dorothée arqua un sourcil. Sur quelle base? Ce n'est pas un membre de la famille, il n'a aucun lien préalable avec ses enfants. En réalité, dit Michel, en glissant un dossier sur la table, il se pourrait que si. J'ai pris la liberté de faire accélérer un test de paternité au laboratoire de l'hôpital. Les résultats viennent d'arriver. Il ouvrit le dossier et en sortit les documents. Monsieur Alexandre Delattre est le père biologique de Manon Martin. Cela lui donne le droit de demander la garde. Le cœur d'Alexandre se mit à battre à tout rompre. Il le savait au fond, depuis le moment où Sarah lui avait parlé dans le couloir. Mais voir la vérité confirmée, noir sur blanc, scientifiquement, la rendait à la fois terrifiante et réelle. Dorothée attrapa les papiers, les parcourut rapidement, et son visage changea. Le scepticisme fit place à la surprise. « C'est authentique, totalement », confirma le docteur Torres. « J'ai moi-même supervisé les analyses. Il y a une probabilité de 99% que M. Delattre soit le père de Manon. Cela ne lui donne pas de droits automatiques sur les jumelles, précisa Dorothée, dont le ton s'était toutefois adouci. Elles ne sont pas ses filles biologiques. Non, répondit Alexandre en revenant s'asseoir. Mais ce sont les sœurs de ma fille, et je ne laisserai pas qu'on les sépare. Je demande la garde des 3 enfants, à titre temporaire, le temps que leur mère se rétablisse. Ensuite, nous pourrons réévaluer la situation. Patricia pencha légèrement la tête songeuse. « Monsieur Delattre, puis-je vous poser une question? Ce matin encore, vous ignoriez l'existence de ces enfants. Et maintenant, vous proposez de prendre sous votre toit 3 fillettes, dont 2 bébés avec un passé traumatique lourd. Pourquoi? » C'était une question juste. Alexandre prit un moment avant de répondre. Quand j'ai reçu cet appel, quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose que je croyais mort avec ma fille Charlotte. La voix de Manon, son courage, sa volonté de sauver ses sœurs. Cela m'a rappelé qu'il existe plus important que les réunions d'affaires ou les profits. Je ne peux pas ramener Charlotte, mais je peux aider ses filles, leur donner ce qu'elles n'ont jamais eu, la sécurité, la stabilité, l'amour. Il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. Et Manon est ma fille. Je ne le savais pas alors, mais une part de moi l'a senti dès le premier instant. Je ne l'abandonnerai pas. Pas maintenant. Pas jamais. Dorothée et Patricia échangèrent un long regard, l'un de ces échanges silencieux que seuls des collègues de longue date peuvent avoir. Finalement, Dorothée soupira. C'est très inhabituel. Il vous faudrait passer une enquête de moralité, une évaluation du domicile, fournir des références. Tout cela peut être prêt dès demain matin, intervint calmement Michel Brennan. Monsieur Delattre n'a aucun casier judiciaire, sa situation financière est plus que stable, et je peux présenter des références émanant de sénateurs, de magistrats et de dirigeants à travers tout le pays. Ce n'est pas de cela que les enfants ont besoin, répondit Patricia, d'un ton ferme. Ils ont besoin d'une présence réelle, d'un adulte capable d'assumer la complexité émotionnelle de leur situation. Monsieur Delattre, travaillez-vous 80 heures par semaine? Alexandre soutint son regard sans détour.
Je le faisais, mais mes priorités ont changé aujourd'hui. Je réduirai mes horaires, j'engagerai du personnel si nécessaire, peu importe. Ces filles ne seront pas élevées par des nourrices ni par mon personnel. Elles seront élevées par moi. Un long silence s'installa. Puis Dorothée rassembla ses dossiers. Je devrais consulter ma supérieure. Mais Monsieur Delattre, et c'est un grand, si nous approuvons une garde d'urgence, comprenez que ce placement sera étroitement surveillé. Au moindre signe de mise en danger, les enfants seront retirés immédiatement. C'est entendu, répondit Alexandre. Il reste aussi la question des droits parentaux de Sarah Martin, ajouta Dorothée. Il faut son consentement pour valider cet arrangement. Elle est inconsciente, précisa le docteur Torres. Alors, il faudra attendre qu'elle puisse être consultée, trancha Dorothée. En attendant, les enfants resteront ici sous la supervision de l'hôpital. Lorsque la réunion prit fin, Alexandre ressentit un mélange de frustration et d'espoir. Il s'était rapproché de la possibilité de garder les filles ensemble, mais le consentement de Sarah était essentiel. Et si à son réveil elle refusait, et si elle le voyait simplement comme un riche homme d'affaires voulant lui enlever ses enfants, il devait lui parler, lui expliquer, lui promettre qu'il ne voulait pas la remplacer, seulement les protéger. Le docteur Torres s'approcha tandis que les autres quittaient la salle. « Vous pouvez la voir, dit-elle doucement. Elle est réveillée, à peine mais consciente. Elle demande après vous. » Le cœur d'Alexandre s'accéléra. Elle est au courant pour les résultats du test. Oui, je pensais qu'elle avait le droit de savoir. Le visage de la médecin était impassible. Monsieur Delattre, cette femme a traversé l'enfer. Quoi que vous lui disiez, souvenez-vous qu'elle a fait de son mieux avec rien. Ne la jugez pas. Je ne suis pas là pour juger, répondit-il calmement. Je suis là pour aider. Il suivit le docteur jusqu'à la chambre de soins intensifs, son cœur battant à tout rompre. À travers la vitre, il aperçut Sarah allongée, soutenue par des oreillers, un tube d'oxygène au nez, des perfusions dans les bras. Elle paraissait encore plus fragile que dans son souvenir, comme si un souffle pouvait l'emporter. Mais ses yeux bleus, les mêmes que ceux de Manon, étaient ouverts lucides, fixés sur lui. « Bonjour, dit Alexandre maladroitement en tirant une chaise près du lit. Que dit-on à une femme avec qui on avait passé une seule nuit 7 ans plus tôt et qui avait mis au monde votre enfant sans jamais rien dire? Vous savez, murmura Sarah d'une voix faible mais claire. Pour Manon. Qu'elle est à vous? Oui, répondit Alexandre sans détour. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi ne pas avoir essayé plus fort de me retrouver? Des larmes coulèrent sur ses joues. J'ai essayé, mais vous êtes Alexandre Delattre, PDG milliardaire. Vous êtes entouré d'assistants et de sécurité. J'étais une mère célibataire de 21 ans, sans argent, sans preuve. Qui m'aurait cru? J'ai pensé qu'il valait mieux que vous ne sachiez rien. Que Manon serait mieux sans un père qui risquait de la rejeter ou de croire que je ne voulais que votre argent. Alexandre eut un mouvement de recul. Il voyait la logique dans ses mots. Combien de fois avait-il dû se défendre de fausses accusations de prétendue paternité? Sarah aurait été écartée, cataloguée comme une opportuniste parmi tant d'autres. « Je suis désolé, » dit-il finalement surpris par la sincérité de sa propre voix. Désolé que tu aies dû traverser tout ça seul. Désolé que Manon ait grandi sans moi. Mais je suis là maintenant, Sarah, et je veux vous aider. Le souffle de Sarah se brisa. Ils m'ont parlé de la demande de garde, que vous voulez prendre les filles pendant que je me soigne. Oui, mais seulement si tu es d'accord. Je ne veux pas t'enlever tes enfants. Je veux juste qu'elles soient en sécurité, ensemble, jusqu'à ce que tu sois rétabli. Et ensuite, demanda-t-elle la voix tremblante, vous les rendrez, puis vous disparaîtrez.
Manon s'attachera à vous, à votre confort, à votre monde. Et ensuite, elle devra revenir à notre vie brisée. C'est juste ça. La question le frappa comme un coup. Il n'y avait pas pensé, pas envisagé la suite. Je ne sais pas, admit-il, mais je sais que pour l'instant tes filles ont besoin de stabilité, de soins de nourriture de sécurité. Laisse-moi leur offrir ça. Nous verrons le reste plus tard. Sarah ferma les yeux, des larmes neuves coulant sur son visage amaigri. J'aime mes filles plus que tout au monde. Tout ce que j'ai fait, chaque sacrifice, c'était pour elles. Mais je suis si fatigué, Alexandre, si fatigué d'échouer. Peut-être qu'elles ont besoin de quelqu'un qui peut leur offrir plus que moi. Tu n'as pas échoué, répondit Alexandre avec force, se penchant vers elle. Manon est l'enfant la plus courageuse et la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée. Elle a appris ça de toi. C'est ton œuvre. Quoi que tu crois avoir raté, tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Tu as élevé une fille incroyable. Les yeux de Sarah se rouvrirent, cherchant les siens. Tu le penses vraiment? Chaque mot. Alexandre inspira profondément. Sarah, laisse-moi t'aider. Pas seulement les filles, mais toi aussi. Je peux t'offrir les meilleurs médecins, les meilleurs soins pour ta tuberculose. Du temps pour te reposer, te soigner sans te soucier d'argent, de nourriture ou d'un toit. Tu ne pourras pas t'occuper d'elle si tu ne prends pas soin de toi d'abord. Et qu'est-ce que tu veux en échange? Demanda Sarah avec cette méfiance lasse, née d'années de survie. Être le père de Manon, dit simplement Alexandre. Pas pour te remplacer, mais pour faire partie de sa vie. Et aider Zoé et Chloé aussi, parce qu'elles sont sa famille, donc la mienne. C'est tout. Pas de conditions, pas de piège. Sarah le fixa longuement, puis lentement, elle hocha la tête. « D'accord, murmura-t-elle. D'accord, tu peux les prendre. Mais Alexandre, si tu fais du mal à mes filles, si tu promets quelque chose que tu ne tiens pas, je trouverai un moyen de te le faire payer. Peu importe ta richesse ou ton pouvoir. » Malgré la gravité de la situation, Alexandre esquissa un léger sourire. Là, il voyait la force de la femme qui avait gardé 3 enfants en vie contre toute logique. « Je te crois et je te promets, Sarah, je les protégerai. » Elle tendit une main tremblante et Alexandre la serra. À cet instant, une alliance improbable naquit, 2 âmes brisées, unies par l'amour de la même petite fille extraordinaire. 3 semaines plus tard, Alexandre se tenait dans ce qui fut autrefois sa salle de sport, désormais transformée en chambre pour Manon. Son appartement avait subi des rénovations express. La 2e chambre d'amis servait de nursery pour les jumelles. Et la froideur moderne du penthouse avait laissé place à des couleurs douces, à une chaleur nouvelle. Son décoratrice avait accompli des miracles pour la première fois, cet endroit ressemblait à un foyer. Pourtant, alors qu'il regardait Manon explorer timidement sa nouvelle chambre, les yeux ronds d'émerveillement, Alexandre sentit le doute l'envahir. Non pas d'avoir accueilli les filles, cela il en était certain, c'était juste, mais de penser qu'il pouvait redevenir père. « Tout ça, c'est pour moi », demanda Manon pour la 3e fois, caressant la couette jaune pâle du lit. La pièce était décorée dans des tons doux jaunes et blancs, avec une bibliothèque remplie de livres, adaptés à son âge, un petit bureau pour ses devoirs et une banquette sous la fenêtre donnant sur la ville. C'était beau, confortable, sans doute écrasant pour une enfant habituée à vivre dans une caravane délabrée. « Tout pour toi », confirma Alexandre. Il l'observait depuis son arrivée ce matin-là, remarquant sa manière d'avancer dans l'espace, avec précaution, comme si elle craignait de tout briser ou que tout s'efface d'un coup. « Manon, tu peux changer tout ce que tu veux. On peut repeindre, changer les meubles, tout ce que tu veux. » La fillette se tourna vers lui, ses yeux bleus si semblables aux siens, emplis d'incompréhension. « Pourquoi tu es si gentil avec nous? » La question
lui transperça le cœur. 3 semaines de visite quotidienne à l'hôpital de confiance, lentement tissées, et elle doutait encore qu'un adulte puisse être gentil sans rien attendre en retour. « Parce que tu es ma fille », répondit-il doucement en s'accroupissant à sa hauteur. « Et parce que tu mérites qu'on soit gentil avec toi. » « Mais tu ne savais pas que j'étais ta fille quand tu es venue nous chercher dans la forêt. » répliqua Manon avec cette logique désarmante d'un enfant qui a trop appris à douter. « Tu étais déjà gentil avant. » « Maligne, » admit Alexandre avec un sourire triste. « Tu as raison. Je t'ai aidé parce que c'était la chose à faire. Mais maintenant, je sais que tu es à moi et ça change tout. Tu n'es plus juste une enfant que j'ai aidée. Tu es mon enfant. Tu comprends la différence. » Manon mordit à sa lèvre pensive. « Ma copine Jasmine à l'école, elle a un papa. Il vient la chercher tous les jours, il lui apporte des goûters et il l'aide pour ses devoirs. Tu vas faire ça aussi. »« Oui, » répondit Alexandre d'une voix ferme. « Et encore plus. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité, que tu manges à ta faim, que tu sois heureuse. Je vais t'aider pour les devoirs, venir aux fêtes de l'école, te border le soir. Je vais être ton papa si tu veux bien de moi. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Manon. « Et maman, elle va guérir ?» C'était la question qu'il redoutait. L'état de Sarah s'était stabilisé, mais le chemin vers la guérison serait long. Elle avait été transférée dans un centre spécialisé pour le traitement de la tuberculose, où elle devrait rester au moins 3 mois, peut-être 6. Sarah était dévastée d'être séparée de ses filles, mais elle avait accepté la situation avec la résignation tranquille de quelqu'un qui avait appris que la vie lui donnait rarement ce qu'elle voulait. « Ta maman va un peu mieux chaque jour, » dit Alexandre avec sincérité. « Mais cela va prendre du temps. Le traitement est fort et elle doit beaucoup se reposer. Tu pourras lui parler en visioconférence tous les jours et dès que les médecins diront que c'est sans danger, nous irons la voir. Mais pour l'instant, toi et tes sœurs, allez rester ici avec moi. » « Et après, on retournera avec elle » demanda Manon avec espoir. Alexandre hésita. C'était la partie délicate. Sarah avait accepté la garde provisoire, mais ils savaient tous deux que la vie des filles avait changé à jamais. Même si elle guérissait complètement, elle n'avait plus de maison, plus de travail, plus de ressources. Les services sociaux ne lui rendraient pas les enfants tant qu'elle ne prouverait pas une stabilité durable. Et Alexandre, lui, ne pouvait imaginer se séparer de Manon. Maintenant qu'il savait qu'elle était sa fille, elle était devenue essentielle à sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. « On trouvera une solution ensemble », finit-il par dire. « Ta maman t'aime énormément, Manon. Rien ne changera cela. Mais les choses vont être différentes maintenant. Meilleures, je l'espère. » Avant que Manon ne puisse répondre, un cri retentit dans le couloir cloué, réveillée de sa sieste et mécontente. Le visage de Manon se transforma aussitôt. Ses épaules se redressèrent, son regard se concentra, et elle se dirigea vers la porte. « Il faut que j'aille la voir, » dit-elle en se levant déjà. « Attends, » fit Alexandre en posant doucement une main sur son épaule. « Laetitia est avec elle. C'est son travail de s'occuper des jumelles quand tu es occupé. » Laetitia Morales, la nounou qu'il avait engagée, était une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, d'origine espagnole, avec des décennies d'expérience et des recommandations élogieuses. Elle travaillait depuis 3 jours, et bien qu'elle soit merveilleuse avec les bébés, Manon la regardait toujours avec méfiance. « Mais c'est toujours moi qui m'en occupe quand elle pleure, » protesta-t-elle. « Je sais, et tu t'en es occupée d'une façon incroyable. Mais Manon, tu as 6 ans. Tu ne devrais pas avoir à être responsable de tes sœurs tout le temps. Tu devrais pouvoir être une enfant. » Alexandre voyait le conflit dans son regard. La responsabilité profondément ancrée luttait contre le désir d'être enfin juste une petite fille. « Et si on allait les voir ensemble ?»
Tu pourras me montrer ce que Chloé aime quand elle pleure. » Ces mots firent mouche. Manon se détendit un peu et accepta. Ils entrèrent dans la nursery, où Laetitia berçait déjà Chloé, la tenant contre son épaule en fredonnant doucement. Zoé dormait paisiblement dans son berceau insensible au tumulte. « Elle n'aime pas ça, » dit immédiatement Manon. « Chloé préfère être tournée vers l'extérieur, et elle aime qu'on fredonne pas qu'on parle. » À son crédit, Laetitia ne se vexa pas. Elle ajusta sa position, tourna Chloé vers l'extérieur et se mit à fredonner une berceuse. Les pleurs cessèrent presque aussitôt. « Tu as raison, » dit Laetitia avec un sourire bienveillant. « Merci de m'avoir appris ça, Manon. Tu connais tes sœurs mieux que personne. » Ces mots semblèrent apaiser quelque chose en Manon. Elle s'approcha et toucha doucement le pied de Chloé. « C'est bon, Chloé Bug, c'est notre nouvelle maison. Elle est très grande, très belle, et il y a plein à manger. Et ici, personne ne va nous faire de mal. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Personne ne va nous faire de mal ici. Qu'avait-elle pu vivre pour qu'une enfant de 6 ans ressente le besoin de le dire? Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Le dîner préparé par Maria, la chef privée d'Alexandre, avait été une véritable aventure. Sur ses instructions, elle avait cuisiné des plats simples pour enfants. Manon s'approcha de la table comme on aborde un champ de bataille, observant les plats avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est tout ça ?» demanda-t-elle. « Le dîner, » répondit Alexandre en tirant une chaise. « On a du poulet grillé, des macaronis, au fromage du brocoli vapeur, avec sauce au fromage de la salade de fruits et des petits pains. Maria a voulu te faire quelque chose que tu aimerais. » Manon fixa la table. « Tout ça, c'est pour nous. » »« Oui. » Alexandre la servit, remarquant qu'elle suivait chacun de ses gestes, se raidissant quand il posait la nourriture dans son assiette, comme si elle s'attendait à ce qu'on la lui reprenne. « Tu peux en reprendre autant que tu veux. Et si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'es pas obligé de le manger. » Le repas se déroula en silence. Manon mangeant lentement avec précaution, savourant chaque bouchée, comme si elle ignorait quand viendrait la suivante. Elle jetait des coups d'œil inquiets à Alexandre, comme si elle attendait qu'il révèle le piège. Cela lui brisa le cœur. Après le dîner, l'heure du bain des jumelles tourna à la pagaille. Manon insista pour superviser, montrant à Laetitia exactement comment chaque petite aimait être lavée, quel jouet elle préférait et à quelle température devait être l'eau. Alexandre observait cette fillette de 6 ans diriger une nourrice professionnelle avec l'assurance d'une adulte née de la nécessité, et il en restait admiratif. Enfin, lorsque les jumelles furent propres et endormies dans leur berceau, il borda Manon dans son nouveau lit. Elle paraissait minuscule, contre les oreillers ses boucles blondes, formant une auréole autour de sa tête. « Monsieur Alexandre, » dit-elle doucement, tandis qu'il remontait la couverture jusqu'à son menton. « Tu peux m'appeler papa si tu veux, » proposa-t-il avec tendresse. « Ou Alexandre, ou Monsieur Delattre, comme tu préfères. » Manon réfléchit. « Je peux y penser. » « Bien sûr. » Il s'assit au bord du lit. « Tu voulais me demander quelque chose? Est-ce que tout ça, c'est vrai? » Sa voix était si petite, si fragile. « Ou est-ce que je vais me réveiller demain dans la caravane et tout ça, ce sera juste un rêve? » Le cœur d'Alexandre se brisa. Il écarta doucement une mèche de cheveux de son front. « C'est vrai, ma chérie, je te le promets. Quand tu te réveilleras demain, tu seras encore ici dans cette chambre, au chaud, en sécurité, avec à manger. Et moi aussi, je serai là. »« L'homme de la promesse, » murmura Manon, ses paupières déjà lourdes. « Tu as tenu ta promesse dans la forêt, tu promets celle-ci aussi. »« Je te le promets, » répondit Alexandre d'une voix tremblante.
Fais de beaux rêves, Manon. Il resta jusqu'à ce que sa respiration se fasse régulière, puis quitta la pièce en silence. Dans le couloir, il s'adossa au mur submergé. 3 semaines plus tôt, sa vie était réglée, contrôlée, prévisible. À présent, il avait 3 petites filles qui dépendaient de lui, une situation complexe avec leur mère, et aucune certitude d'agir correctement. Son téléphone vibra un message de Sarah. « Comment va-t-elle » Et les petites Alexandre lui envoya les photos prises dans la journée Manon, explorant sa chambre les jumelles, jouant avec leurs nouveaux jouets, les 3 filles attablées au dîner. Puis il écrivit « Elle s'habitue. Manon a peur que tout ça ne soit pas réel. Moi, j'ai peur de les décevoir. » La réponse arriva vite. « Tu ne les décevras pas. Je vois comment tu la regardes, comme si elle comptait, comme si elle était précieuse. C'est tout ce dont elle a jamais eu besoin. » Alexandre resta un long moment à fixer l'écran, puis entra dans son bureau. Des dizaines d'emails l'attendaient, des appels à rappeler des affaires urgentes. Il les ignora tous et ouvrit son ordinateur portable pour chercher des informations, comment aider un enfant traumatisé, comment favoriser son adaptation, comment être un père pour une fillette qui n'en avait jamais eu. Il avait beaucoup à apprendre. Mais pour Manon, pour Zoé et Chloé, il apprendrait, quoi qu'il en coûte. Près de 2 ans plus tard, tout avait changé. Alexandre se tenait dans la cuisine de son appartement un samedi matin, observant Manon aider Laetitia à faire des pancakes pendant que les jumelles tapaient sur des casseroles avec des cuillères en bois, créant un vacarme qui autrefois l'aurait rendu fou. À présent, c'était le son du bonheur. « Papa Chloé mange encore la pâte !» cria Manon avec un naturel confiant, le mot « papa » qu'elle avait commencé à utiliser 1 an plus tôt, désormais aussi spontané que respiré. « Chloé, ça se mange pas encore, ça !» dit Alexandre en riant, détournant la fillette vers un bol de fraises coupées. Les jumelles désormais âgées de 4 ans étaient épanouies. Zoé calme et observatrice. Chloé intrépide et malicieuse. Mais la vraie transformation, c'était Manon. L'enfant apeuré et épuisé de l'hôpital s'était ouverte comme une fleur enfin au soleil. Elle avait pris du poids, ses joues étaient pleines, son rire fréquent et sincère. Elle ne regardait plus derrière elle, guettant la catastrophe. Elle avait terminé le CE1 et s'épanouissait en CE2 dans une excellente école privée, où ses professeurs la trouvaient brillante et étonnamment avancée en lecture malgré son enfance chaotique. Mais au-delà des progrès scolaires, Manon avait appris à être une enfant. Elle jouait avec ses poupées sans craindre pour ses sœurs. Elle faisait des soirées pyjama avec ses amis sans paniquer. Elle osait demander ce qu'elle voulait, sans redouter une punition. Lentement, douloureusement, merveilleusement, elle guérissait. Alexandre lui aussi avait changé. Il s'était retiré de la gestion quotidienne du groupe de Lattre, promouvant son directeur général et travaillant principalement depuis la maison. Les actionnaires avaient râlé au début, mais les bénéfices restaient stables et ils s'en moquaient. Il avait passé des années à bâtir un empire et avait failli se perdre en chemin. Ses filles lui avaient rendu quelque chose que l'argent n'achèterait jamais, un sens, une paix. Son téléphone sonna. Sarah. Leur relation avait évolué vers quelque chose d'inattendu, une amitié sincère, née d'un amour partagé pour les enfants et d'un respect mutuel. Elle appelait chaque jour pour parler en visioconférence avec les filles et Alexandre veillait toujours à leur laisser ce moment à elle seule. « Bonjour », répondit Alexandre en se dirigeant vers le salon pour parler plus calmement. « Bonjour ». La voix de Sarah était plus forte, maintenant plus claire. Le traitement contre la tuberculose avait été brutal, mais elle l'avait enduré avec la même force tranquille qu'elle avait toujours montrée. Elle était sortie du centre de soins depuis 2 mois et vivait désormais dans un programme de réinsertion
que discrètement Alexandre finançait. Elle travaillait à reconstruire sa vie. Comment vont mes filles aujourd'hui? Bruyantes et pleines de désordre, répondit Alexandre avec tendresse. Manon fait des crêpes et les jumelles font surtout du bruit. Tu veux leur dire bonjour? En fait, je voulais te parler d'abord. Le ton de Sarah changea plus hésitant. J'ai trouvé un travail, un vrai, dans une association qui aide les familles sans logement. Ils connaissent ma situation et m'ont engagé quand même. C'est un poste à temps plein avec un salaire et une assurance. Alexandre, je peux enfin subvenir à mes besoins. C'est formidable, Sarah, répondit-il sincèrement. Il ne voulait pas qu'elle dépende de lui. Il avait toujours espéré la voir retrouver son indépendance. Et ce n'est pas tout, reprit Sarah après une respiration. Le programme m'a aidé à trouver un appartement. Il est petit, 2 chambres mais propre sûr, et à moi. Enfin, à moi et aux filles si. Elle s'interrompit. La poitrine d'Alexandre se serra. Il savait que cette conversation arriverait un jour. Si on arrive à s'entendre sur une garde, dit-elle doucement. Alexandre, je te suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Tu as sauvé mes filles, tu leur as donné une stabilité que je ne pouvais pas offrir. Mais ce sont mes enfants. Elles me manquent chaque jour. Et maintenant que je suis guéri, que j'ai un emploi et un foyer, je veux les retrouver. Les mots le frappèrent comme un choc, même s'il n'aurait pas dû le surprendre. C'était prévu la garde temporaire jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Mais, entre-temps, le temporaire était devenu vital. Ses filles n'étaient plus seulement sa responsabilité, elles étaient en sa famille. Manon était sa fille. Les jumelles l'appelaient « Papa Alex » et couraient dans ses bras quand elles avaient peur. Comment pouvait-il simplement abandonner cela? Je comprends, dit-il d'une voix tendue. Vraiment? Répliqua Sarah un peu plus dure. Parce que je me prépare depuis des mois à ce que tu me combattes pour la garde. Tu as l'argent, le pouvoir, les meilleurs avocats du pays. Tu pourrais me détruire si tu voulais les garder. Je ne te ferai jamais ça, répondit Alexandre, blessé par l'idée, mais comprenant son origine. Sarah, je ne veux pas t'enlever tes filles, mais tu dois comprendre. Manon est ma fille aussi. Biologiquement, oui, mais au-delà de ça, je l'aime. Je les aime toutes les 3. L'idée de ne plus les voir chaque jour, de ne plus faire partie de leur vie, c'est insupportable. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis plus doucement, je sais. Je vois les photos que tu m'envoies, les vidéos de Manon à sa pièce d'école, les jumelles qui apprennent à parler. Je vois à quel point elles sont heureuses, combien elles t'aiment. Et j'ai peur, Alexandre. Peur qu'elles n'aient plus besoin de moi, que tu m'aies remplacé. Tu ne pourras jamais être remplacé, répondit-il fermement. Manon parle de toi tout le temps. Elle compte les jours jusqu'à ta prochaine visite. Les petites ne comprennent pas encore tout, mais Manon sait que tu es sa maman. Et ça veut tout dire pour elle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda Sarah la voix tremblante. Je ne peux pas perdre mes filles, mais je ne peux pas non plus leur arracher la vie que tu leur as donnée. Comment on s'en sort? Alexandre réfléchit longuement avant de répondre. Une idée lui trottait dans la tête depuis des semaines qu'il n'avait pas osé dire à voix haute. Peut-être que le moment était venu. Et si on faisait ça ensemble, proposa-t-il. Pas une garde partagée avec des disputes pour les vacances ou les fêtes, vraiment ensemble. Une coparentalité réelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on met les filles avant tout. Avant nos peurs, nos égos. Manon a besoin de nous deux, son père et sa mère. Les jumelles se sont attachées à moi, mais elles ont besoin de toi, leur maman. Alexandre se mit à marcher, les mots sortant de plus en plus vite. Et si ton appartement ne devait pas être séparé de nos vies? Et si on fonctionnait comme une famille élargie, tu aurais ton indépendance,
ton espace à toi, mais tu ferais partie du quotidien des filles. On partagerait les décisions, le temps, les responsabilités. Et c'est peu conventionnel, dit Sarah prudemment. Notre histoire l'est tout autant, répondit Alexandre. Je ne te demande pas d'abandonner tes filles, je te demande qu'on soit leurs deux parents ensemble, au lieu de se battre pour elles. Elles ont déjà vécu assez de bouleversements. Donnons-leur une vraie stabilité avec nous deux dans leur vie. Un long silence. Puis enfin Sarah dit d'une voix hésitante. Il faut que j'y réfléchisse. Et qu'on mette au clair les détails, les limites, comment tout ça pourrait fonctionner au quotidien. Bien sûr, prends ton temps, dit Alexandre sincèrement, même si l'anxiété lui rongeait le cœur. Promets-moi juste qu'on continuera à se parler, à chercher ce qui est le mieux pour elle. Je te le promets, répondit Sarah. Puis plus doucement, merci Alexandre, pour tout, je le pense vraiment. Après avoir raccroché, Alexandre retourna à la cuisine, où il trouva Manon, qui le regardait avec inquiétude. Elle avait appris à lire ses émotions, à deviner quand quelque chose n'allait pas. « C'était maman ?» demanda-t-elle. « Oui, et elle veut te parler. Elle a une bonne nouvelle. Elle a trouvé un travail et un appartement. » Le visage de Manon s'illumina. « Vraiment, c'est génial. » Puis plus hésitante. « Est-ce que ça veut dire qu'on va retourner vivre avec elle ?» Voilà la question qu'il redoutait. Alexandre s'agenouilla devant elle et prit ses petites mains dans les siennes. « Et toi, tu voudrais ?» Le visage de Manon se crispa tiraillé entre des émotions contraires. « Maman me manque tellement, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais j'aime vivre ici avec toi. J'aime ma chambre, mon école, Laetitia et Maria. J'aime qu'il y ait toujours assez à manger et que je n'ai plus besoin de m'occuper de Zoé et Chloé toute seule. » Des larmes perlèrent à ses yeux. « Est-ce que ça fait de moi une mauvaise fille? Parce que je ne veux pas que tout redevienne comme avant. » « Oh, ma chérie, non. » Alexandre la serra dans ses bras, le cœur brisé. « Ça ne fait pas de toi une mauvaise fille, mais une humaine. Tu as le droit d'aimer la vie qu'on a construite ici et de continuer à aimer ta maman. Les deux peuvent être vrais en même temps. Mais si maman veut qu'on revienne, on doit partir, non ?» renifla Manon contre son épaule. « Parce que c'est notre maman et qu'elle nous aime, et ce ne serait pas juste de dire non. » Alexandre se recula, la regardant dans les yeux. « Et si je te disais que tu n'aurais peut-être pas à choisir, qu'on pourrait peut-être trouver un moyen pour que tu aies nous deux. » L'espoir illumina son visage. « Vraiment comment? » « Je ne sais pas encore, » admit Alexandre. « Mais ta maman et moi allons y travailler, parce qu'on t'aime tous les deux et qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors, on va essayer quelque chose que peu de gens ont fait, avant nous être une famille, mais d'une nouvelle façon. » Manon réfléchit, son esprit vif en marche, comme mon amie Aïcha, qui a 2 maisons parce que ses parents sont séparés, mais ils s'entendent bien et mangent ensemble parfois. Un peu comme ça, oui. Mais on trouvera ce qui marche pour nous. Alexandre lui caressa les cheveux. L'important, c'est que tu auras ta maman et moi, tous les deux. Tu n'auras pas à choisir. Et Zoé et Chloé aussi. Zoé et Chloé aussi, confirma-t-il. Le sourire de Manon fut comme un rayon de soleil après l'orage. Elle passa ses bras autour du cou d'Alexandre et le serra fort. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, ma chérie, » murmura-t-il en la serrant contre lui. « Tellement. » Les semaines suivantes furent remplies de discussions difficiles et de négociations délicates. Sarah vint au penthouse et vit de ses yeux à quel point les filles s'étaient épanouies. Alexandre visita son appartement et comprit son besoin d'indépendance et d'espace pour redevenir mère. Ils rencontrèrent des thérapeutes familiaux, des avocats, des travailleurs sociaux,
tous unis pour trouver une solution centrée sur le bien-être des enfants. Finalement, près de 18 mois après le sauvetage, Dorothy Walsh du service de protection de l'enfance convoqua Alexandre dans son bureau. Malgré sa maîtrise des négociations d'affaires, il se sentait nerveux. C'était différent. Ici, il s'agissait de sa famille. « Monsieur Delattre », commença Dorothy, son expression sévère, s'adoucissant un peu. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci, un père biologique et une mère qui se connaissaient à peine, travaillant ensemble pour élever des enfants marqués par un traumatisme profond. Selon tous les critères, cela aurait dû échouer. Le cœur d'Alexandre se serra. Mais Dorothy poursuivit. Et pourtant, cela fonctionne. Le thérapeute de Manon rapporte qu'elle s'épanouit. Les jumelles atteignent tous leurs jalons de développement. Sarah est stable et travaille. Et surtout, les enfants sont heureux. Ils se sentent en sécurité avec vous deux. Elle fit glisser des papiers sur le bureau. Nous recommandons un accord officiel de garde conjointe. Sarah aura la garde légale principale, mais la garde physique sera partagée. Les filles vivront chez vous pendant la semaine scolaire et chez leur mère le week-end, ainsi que pendant les vacances. Vous prendrez ensemble toutes les décisions importantes concernant leur éducation, leur santé et leur bien-être. Un immense soulagement envahit d'Alexandre, au point qu'il en perdit presque la parole. « Merci », réussit-il à dire. « Ne me remerciez pas encore », le prévint Dorothy. « Cet arrangement dépendra d'une coopération continue entre vous et Madame Mitchell. Le jour où cette coopération échouera, le jour où le bien-être des enfants sera compromis, nous devrons tout réévaluer. »« Compris, compris », répondit Alexandre d'une voix ferme. Ce soir-là, Alexandre et Sarah s'assirent avec les filles unies pour leur parler ensemble. Manon se tenait entre eux sur le canapé, tandis que les jumelles jouaient à côté avec des blocs colorés. « Nous avons quelque chose d'important à vous dire », commença Sarah en prenant la main de Manon. « Important bien ou important pas bien ?» demanda-t-elle un peu nerveuse. « Très important bien », répondit Alexandre avec un sourire prenant l'autre main de la fillette. « Ta maman et moi avons trouvé un accord. Toi et tes sœurs, vous continuerez à vivre ici avec moi pendant la semaine d'école et vous passerez les week-ends et les vacances chez ta maman dans son appartement. Et si tu veux la voir pendant la semaine, on arrangera ça. Et moi aussi, je viendrai vous voir parfois, le week-end. » Manon les regarda, les yeux écarquillés, assimilant leurs mots. « Donc, je vous ai tous les deux, vraiment tous les deux. »« Oui, tous les deux, » confirma Sarah les larmes aux yeux. « Je sais que c'est différent des autres familles, mais on va y arriver parce que vous êtes ce qu'il y a de plus important pour nous deux. » Manon se jeta dans leurs bras, essayant de les enlacer tous les deux à la fois. « C'est la meilleure nouvelle du monde. » Attendez que je le dise à Jasmine à l'école. Elle trouve que c'est cool d'avoir des parents divorcés avec 2 maisons. Mais moi, j'ai 2 maisons avec des parents qui s'aiment encore bien. Alexandre et Sarah éclatèrent de rire à travers leurs larmes. Pour la première fois depuis cet appel désespéré sous la pluie, Alexandre sentit que tout irait bien. Les mois suivants ne furent pas simples. Il fallut s'habituer au rythme de la garde alternée, naviguer entre les émotions complexes de leur arrangement atypique, fixer des limites et des règles qui fonctionnaient dans 2 foyers différents. Mais ils affrontèrent chaque défi ensemble. Toujours avec le même principe, les filles d'abord. Sarah retrouva peu à peu confiance en elle, bâtissant une carrière solide, en aidant d'autres familles en détresse. Alexandre lui découvrit que la réussite en affaires n'était rien, comparée à la joie de voir ses filles grandir. Quant à Manon, cette enfant courageuse et extraordinaire, elle s'épanouit enfin, devenant la petite fille qu'elle aurait toujours dû être intelligente, rieuse libre. Simplement, une enfant de 8 ans. Le jour de ses 8 ans,
2 ans après cet appel qui avait tout changé, Alexandre organisa une fête dans son appartement. Le salon était envahi de rires, de jeux de camarades d'école. Sarah était là, aidant à servir le gâteau aux côtés d'Alexandre, tous deux affublés de chapeaux de fête ridicules que Manon avait exigés. Alors qu'il regardait sa fille souffler ses bougies, entourée de ses sœurs et de ses amis, Alexandre repensa à ce jour d'orage où il avait décroché un appel par erreur. Il avait cru à une méprise. En réalité, c'était le destin qui lui offrait une seconde chance, celle d'être père à nouveau, de reconstruire une famille, d'exister autrement que par la richesse ou le pouvoir. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda Sarah à Manon quand les bougies furent éteintes. Manon regarda Alexandre, puis Sarah, puis ses petites sœurs, qui essayaient de voler du glaçage sur le gâteau. Son sourire rayonnait. « Rien, dit-elle simplement. J'ai déjà tout ce que je voulais. » Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table, et dans cet instant, Alexandre et Sarah se comprirent sans un mot. Ils avaient été brisés, lui par la perte, elle par la pauvreté, mais ensemble, ils avaient bâti quelque chose de beau à partir des ruines. Pas une famille parfaite, mais une vraie famille. Une famille née de l'amour, du courage et du désir de donner à 3 petites filles la vie qu'elles méritaient. Alors que la fête battait son plein autour d'eux, Alexandre sentit une paix qu'il n'avait plus connue depuis la mort de Charlotte. Il ne pourrait jamais ramener sa première fille, ni effacer les années de douleur. Mais il avait reçu un cadeau inespéré, 3 filles qui avaient besoin de lui autant qu'il avait besoin d'elles. Et cette fois, il ne laisserait passer aucun instant sans le vivre pleinement.